Les États-Unis pourchasseront et puniront les responsables. Bonsoir. Ce soir, je peux annoncer au peuple américain et au monde entier que les États-Unis ont mené une opération qui a tué Oussama Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda. C'est la fin d'Oussama Ben Laden et de la décennie placée sous sa malédiction. Sa mort fait la une des médias, mais dans le monde arabe, elle passe presque inaperçue. Le printemps de la contestation bat son plein. Je suis au Yémen quand la nouvelle tombe. La révolution est déjà entamée. Comme ailleurs, la capitale Sanaa est le théâtre de manifestations pacifiques qui réclament la fin du régime dictatorial. C'est émouvant de voir des hommes et des femmes yéménites prier tous ensemble. Avant, c'était impossible. انصرنا على الظالمين انصرنا على المفسدين انصرنا على المجرمين اللهم انصرنا اللهم انصرنا يا زعيم الفاسدين يا زعيم الفاسدين الشعب يريد اسقاط النظام الشعب يريد اسقاط النظام الشعب يريد اسقاط النظام الشعب يريد اسقاط النظام. Le président Saleh a toujours des partisans. Plus loin en ville, il a organisé un meeting de soutien. Nous nous battrons pour le président Saleh. Les femmes, encore plus que les hommes. Comme vous le voyez, la foule est déchaînée. Je ne sais pas combien de centaines de milliers de gens sont ici. Mais visiblement, le président a des supporters déterminés et les habitants ont peur d'une guerre civile et de la violence. Personne ne sait ce que ça va donner. Comme sur la place Tahrir, au Caire, le cœur de la révolution yéménite est installé à un endroit précis de la ville, la place du changement. Et comme dans de nombreux pays arabes, les femmes jouent un rôle actif dans ce printemps. Comment ça va? Vous avez dormi cette nuit? Ici? C'est génial. C'est une vraie battante. Elle dort et travaille ici avec les médecins. Depuis le premier jour. Je dors ici depuis le début. Je ne rentre pas chez moi. Je reste ici. Avant cette révolution, les familles yéménites devaient rentrer chez elles à 20 h. Sinon, ça crée des problèmes. Maintenant, elle reste ici. Elle rentre chez elle très tard. Je suis infirmière dans une école. Je fais des piqûres et je soigne les plaies. Je m'occupe des blessés. Quand ils utilisent des gaz lacrymogènes, on donne des gouttes pour les yeux. On frotte les visages avec du Pepsi pour éviter l'asphyxie. Avant la révolution, est-ce que j'aurais pu être ici? Un homme qui parle avec une femme? Non.
C'était interdit. C'était le déshonneur. Mais on a enfin le respect qu'on mérite. Les femmes ont pris confiance grâce à la Révolution. Vous vous habillerez autrement? Non, c'est la tradition. Je peux enlever mon niqab. Je ne le mets pas à la maison. Mais j'aime bien le porter. Vous voyez, c'est un choix. Quand je suis allée à la Mecque, je ne l'ai même pas mis. Les soulèvements du monde arabe ne sont pas seulement politiques. Ils marquent aussi l'émancipation des sans-voix. Et même si la révolte pourrait mener à la guerre civile, les Yéménites ne baissent pas les bras. Pourtant, le peuple ne semble pas être écouté par l'élite, dont fait partie le cheikh Mohamed Al-Saïf qui me reçoit aujourd'hui. La tradition veut que les hommes puissants se réunissent pour discuter de la situation politique tout en mâchant la drogue locale, le khat. Ce qui se passe en Égypte, en Syrie et en Libye n'a rien à voir avec le Yémen. Là-bas, ce sont des révolutions populaires. Ici, au Yémen, c'est un soulèvement de l'opposition politique. Si les partis extrémistes prennent le pouvoir, le Yémen pourrait devenir un deuxième Afghanistan. Que pensez-vous de la jeunesse? Elle semble inspirée par ce qui se passe en Égypte. C'est parce qu'il y a une crise à Sanaa et que beaucoup de gens ont peur. C'est à cause d'Al Jazeera qui dit aux gens quoi faire. Il n'y a aucun message. Il donne juste des instructions. Quelle est la meilleure solution? Il suffit de compter les gens sur la place et les partisans de Saleh. Les rebelles représentent à peine 10%. En face, il y a 90% de gens qui ont la Constitution avec eux. J'ai la nette impression que ces hommes ne veulent pas voir la réalité en face. Je retourne sur la place du changement pour parler avec Abdul Ghani Al-Iriani, le plus grand analyste politique du pays. Enchanté. Qu'est-ce qu'ils font? La danse de la Révolution. La danse de la Révolution. Ce mouvement peut-il être arrêté? Je ne crois pas. Quoi qu'il arrive, le régime a recouru à une violence extrême. Ils ont même attaqué la foule là-bas, de l'autre côté. Ils ont tiré. Oui, ils ont tué 55 manifestants de sang-froid. Je pense aux jeunes sur qui ils ont tiré. L'un d'eux a eu tout le crâne arraché. Un garçon a perdu ses 2 yeux. C'était horrible. Nous poursuivons notre entretien dans un endroit plus calme. Que pensez-vous de la force de ce soulèvement de la jeunesse? C'est incroyable. Vraiment fantastique. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Vous en faites partie? Je suis trop vieux pour participer. Mon fils, oui. Mais je suis avec eux. Comment expliquez-vous que la jeunesse se soulève d'un coup, après des décennies de ce régime? Quelque chose a changé dans les années 90. C'est à cette époque que les chaînes d'information par satellite sont arrivées. Al Jazeera, en particulier, a eu une grande importance. Les gens se sont mis à recevoir des informations non censurées. Le régime ne pouvait plus contrôler tous les médias. Ça a abouti à une prise de conscience. Les gens ont commencé à se plaindre d'être opprimés, mais sans savoir quoi faire.
L'arrivée des réseaux sociaux leur a permis de se parler et de s'organiser. Avant la révolution, Facebook n'avait que quelques milliers de membres au Yémen. Aujourd'hui, ils sont des centaines de milliers. En 3 mois. Oui, C'est incroyable. oui. Qui est leur modèle? Ce n'est plus Ben Laden, je suppose. Ils ne croient plus aux individualités, mais à la force du collectif. J'ai essayé de déterminer qui ils considéraient comme leur modèle, mais ils n'en ont pas. Le président Saleh a été un demi-dieu pendant 33 ans, tout comme les dirigeants syriens, égyptiens et tunisiens. Les gens ne veulent plus de ça. Ils n'ont plus besoin de modèles. Oussama Ben Laden et les gens comme lui sont totalement discrédités. Ils n'ont rien apporté. Au contraire. C'est pour ça que Ben Laden était dépassé avant même d'être mort. Le printemps arabe est une alternative à sa campagne de haine et de violence. Et personne ne l'a vu venir. Tout a commencé par la mort de Mohamed Bouazizi, un jeune Tunisien qui vendait des fruits et des légumes dans la rue et qui s'est immolé pour protester contre la corruption policière. C'est notre héros, Mohamed Bouazizi. Nous sommes fidèles au sang de Mohamed, voilà. Révolté et galvanisé par son sort, le peuple est descendu dans la rue. En 3 mois, des manifestations se sont organisées dans une quinzaine de pays. Les gouvernements ont été renversés en Tunisie, en Égypte et en Libye. Au Maroc, en Algérie, en Jordanie, à Bahreïn et ailleurs, les manifestants ont obtenu quelques concessions limitées. Au Yémen et en Syrie, la répression continue. Partout, les soulèvements se déroulent de la même manière. Au début, le régime ne les prend pas au sérieux. Puis il cède sur quelques points précis, en enrobant le tout de discours arrogants et pompeux. À ce stade, il est déjà trop tard. Rien ne peut plus arrêter le peuple. Pendant ce temps, Al-Qaïda brille par son absence. Le peuple réussit pacifiquement ce que Ben Laden n'a pas su faire, obtenir la liberté. L'Égypte a été l'étincelle du printemps arabe. Depuis toujours, le pays joue un rôle majeur dans le monde musulman. Et en 2011, la place Tahrir est entrée dans l'histoire. Je rencontre l'un de ceux qui ont écrit cette page décisive. À Imbaba, l'un des quartiers les plus pauvres du Caire, je discute avec Mohamed Abbas, qui a été très actif place Tahrir. À la base, il était responsable de la jeunesse au sein des frères musulmans. Mais quand il a monté un parti centriste indépendant, il a été exclu de l'association. On a commencé avec 1 millier de personnes et rapidement, on a été 200 000. Les gens étaient impatients de se joindre à nous. Pourquoi les habitants d'Imbaba sont en colère? Qu'est-ce qui les a poussés à se révolter? La police a été très violente à Imbaba. Beaucoup de gens ont été maltraités. Certains ont même été torturés. Les gens en ont assez d'être traités comme ça. En plus, l'économie est en crise. Les gens n'ont plus rien. Ce n'est pas étonnant qu'ils en veuillent aux autorités. Ils nous lancent du gaz lacrymogène périmé. J'ai lu que vous aviez dit aux manifestants, c'est une révolution égyptienne, pas islamique. Oui. Ce n'est pas seulement une révolte. Il faut qu'on reconstruise notre pays après des années de corruption et de dictature. L'Égypte a mis de côté toutes ses idéologies pour les 10 prochaines années. Maintenant, on doit travailler sur ce qui nous unit, pas sur ce qui nous divise.
Si on combine la liberté et l'égalité sociale avec les valeurs et les repères que l'islam nous a donnés, on a ce qui fait notre identité en tant qu'Égyptiens. Pourquoi avez-vous quitté les frères musulmans? Je ne suis pas parti. Ils m'ont viré. Pourquoi? Les frères musulmans veulent le règne de l'idéologie islamique. Et ils ont raison. C'est ce que je veux aussi, mais pas maintenant. Avant l'idéologie, il faut reconstruire l'Égypte. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une différence entre les jeunes et les vieux chez les frères musulmans? Entre vous et les autres? Oui, je crois. Les musulmans et les chrétiens ont uni leurs forces sur la place. Il n'y avait aucune tension entre eux. Les gens ont chanté « Béni soit mon pays » et c'est un chant chrétien. Et les prochaines élections, vous y participerez? Oui, j'y serai. Vous voulez être quoi? Président. Dans 10 ou 20 ans? Commençons par ces élections-là. L'an prochain, je pense que je me présenterai au Parlement. J'y serai. Je continue sur la désormais légendaire place Tahrir, où tout a commencé. Obsédé par Ben Laden, l'Occident n'a pas perçu les révolutions qui couvaient dans le monde arabe. En Égypte, cela fait longtemps que l'opposition est très véhémente. Ce sont les Facebookers du mouvement du 6 avril, comme Ahmed Maher, qui ont mis le feu aux poudres. Si j'ai bien compris, vous avez eu des contacts avec le mouvement Otpor en Serbie et les manifestants tunisiens. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris? On a étudié les révolutions en Europe de l'Est. On a lu beaucoup de livres et on a tout analysé. On voulait apprendre de ceux qui nous avaient précédés. Qu'est-ce qui avait marché ou pas? Comment ils s'étaient organisés? Quelles erreurs ils avaient commises? Pour ce qui est de la Tunisie, les jeunes Égyptiens étaient en contact avec les jeunes Tunisiens par Facebook. Avant les révolutions, ils se connaissaient déjà sur Facebook. Les gens parlent toujours de Facebook et de ce qui se passe dessus, mais seuls 10% des Égyptiens l'utilisent ou sont connectés. C'est vrai, ça concerne relativement peu de gens ici. Pour les Occidentaux, la révolution a commencé sur Facebook, mais en réalité, ce n'est pas à cause du réseau qu'on s'est révolté. Ça nous a permis de donner de l'élan à la révolution, mais elle serait arrivée de toute façon. C'est à cause de l'oppression, de l'utilisation de la torture, de l'absence de liberté d'expression, de la répartition inégale des richesses, du manque d'infrastructures de base. Les motifs ne manquent pas. Vous avez été emprisonné plusieurs fois et même torturé. Qu'est-ce qui vous a fait tenir? J'ai passé 2 mois et demi en prison. La première fois, je n'ai pas été torturé, mais j'ai perdu mon emploi. Mais en 2008, ils m'ont de nouveau arrêté. Et cette fois, ils m'ont torturé pour obtenir des informations sur le mouvement, ses membres et ce qu'on faisait sur Facebook. Certains ont craqué sous la torture. D'autres ont refusé de parler. Après, ceux-là étaient encore plus déterminés à continuer le combat. Certains disent on ne reviendra jamais à l'esclavage. Ce ne sera plus jamais comme avant, y compris dans le reste du monde arabe. C'est ce que vous pensez?
Depuis la chute de Moubarak et la révolution, l'Égypte a changé. Maintenant, tout le monde parle de politique. Les citoyens s'impliquent. Ils ne sont plus indifférents. Je n'ai plus peur d'un gouvernement islamique. Je pense qu'on restera en désaccord avec le gouvernement en place, quel qu'il soit, tant qu'il n'y aura pas de constitution. Aujourd'hui, ceux qui arriveront au pouvoir essaieront d'y rester sous n'importe quel prétexte. C'est pour ça qu'avant tout, il faut établir une constitution pour empêcher les abus de pouvoir. L'époque des dictateurs arabes est-elle vraiment révolue? Les islamistes accepteront-ils la démocratie et la liberté? C'est encore trop tôt pour le savoir. Mais une chose est sûre, les Égyptiens y croient dur comme fer. Vous venez d'où? Belgique. Enchanté. Vous voulez acheter? Non, Pourquoi? trop cher. Je vais rencontrer l'un des écrivains les plus célèbres d'Égypte, Ala Al-Aswani. Dans l'immeuble Yacoubian, il a décrit l'injustice intrinsèque de la société égyptienne. Il était aussi sur la place Tahrir. Je le retrouve dans son cabinet. En effet, l'écrivain est aussi dentiste. Enchanté. Bonjour. Rien n'était juste sous Moubarak. Rien. Je ne dis pas presque rien. C'était rien du tout. On a eu 2 générations sans aucun espoir en l'avenir. Beaucoup de gens tentent de partir en Europe dans ce qu'on appelle les bateaux de la mort pour immigrer illégalement. Aujourd'hui, je pense que tout a changé. Les gens ont surmonté la barrière de la peur. Et c'est une étape capitale. Parce que c'est irréversible. Une fois qu'on a surmonté cette barrière, on ne revient plus jamais en arrière. À partir de maintenant, on considérera les dirigeants comme des fonctionnaires au service des citoyens, et plus comme des chefs de tribu, des symboles de la nation ou des pères du peuple. Ça, ce sont des concepts de dictature. Maintenant, quand j'en parle dans mon pays, j'entends les gens dire « Oui, mais c'est dangereux ce qui se passe en Égypte et ailleurs, parce que le vide va être comblé par les fanatiques. » Parfois, j'ai l'impression que les Occidentaux ne voient pas les Arabes comme des êtres humains à part entière. Bien sûr, ils ne l'avouent pas, mais on le sent dans ce genre d'arguments. Ils disent « La démocratie, pour vous, ça pourrait être dangereux. » Donc l'islamisme n'est pas une menace. Je ne crois pas. Pour moi, si on envisage le problème du fanatisme, c'est la démocratie qui est la solution, et pas l'inverse. Si vous avez le droit de voter pour changer de gouvernement, pourquoi choisir la violence? Est-ce la fin de l'histoire? Le printemps arabe va-t-il montrer aux musulmans une voie pacifique vers la liberté? Ce serait bien, mais malheureusement ce n'est pas si simple. Il reste une plaie béante dans le paysage géopolitique. Elle pourrait raviver à tout moment la haine des musulmans pour l'Occident. Pour nous, la Palestine est un problème marginal. Mais vu de là-bas, c'est tout le contraire. À tort ou à raison, tous les musulmans que je rencontre en Occident ou en Orient évoquent le calvaire des Palestiniens.
Bienvenue à Tel Aviv. On ne peut pas imaginer plus grand contraste avec les souks du Caire. Comme disent les Israéliens, on prie à Jérusalem, mais on fait la fête à Tel Aviv. Dans un hôtel chic au bord de la mer, j'ai rendez-vous avec Ephraim Halevi, ancien chef du Mossad. La question palestinienne est considérée par de nombreux Arabes et des gens du monde entier comme la plaie à vif qui provoque le chaos dans la région. Oui, je sais. Ce n'est pas mon avis, mais le fait que je sois en désaccord ne veut pas dire que tout le monde pense comme moi. C'est le problème qu'on a dans ce pays. On croit que si on est sûr de quelque chose, tout le monde est sur la même ligne. Mais tant que ça n'est pas réglé, ce sera un problème. Je suis d'accord avec vous. qu'est-ce qu'on peut faire? Trouver un compromis? Je pense que la seule solution viable, c'est d'y aller progressivement. La première chose à faire, qui serait un pas dans la bonne direction, ce serait la création d'un État palestinien avec des frontières provisoires. Même si ça ne réglerait pas tous les problèmes, notamment ceux de Jérusalem et des réfugiés. Mais on aurait au moins un État avec, comme je l'ai dit, des frontières provisoires. Toutes les frontières ne seraient pas définies. Dans ce genre de cas, la question du tracé des frontières demande beaucoup de temps. Vous pensez que le printemps arabe est un atout ou une menace pour Israël? C'est trop tôt pour le savoir, bien trop tôt. Il n'y a pas encore eu d'élection en Égypte et en Tunisie. Il y a aussi la situation en Syrie qui n'est pas réglée. Et le problème des jeunes et des masses qui ne sont pas pro-Israël et pour qui la question palestinienne compte beaucoup. Ce qui nous inquiète. Le printemps a aussi fleuri ici. Comme dans le monde arabe, des centaines de milliers d'Israéliens campent dans la rue. Ils réclament la justice sociale, mais pour eux-mêmes, pas pour les Palestiniens. C'est comme la place Tahrir? Oui, mais pacifique. Depuis ce qui est arrivé en Égypte, le Sinaï est moins contrôlé. Alors les terroristes sont passés par le désert. Moubarak n'était pas parfait, mais au moins il surveillait. Mais il opprimait son peuple. Oui. Je retrouve un vieil ami, Uri Avneri, l'un des pères fondateurs du mouvement pacifiste israélien. Il regrette le manque d'intérêt des manifestants pour l'occupation de la Palestine. Ils pensent attirer les jeunes de droite s'ils ne parlent pas de la guerre et de l'occupation. Je ne pense pas qu'ils réussiront. C'est une mauvaise stratégie. Des milliers de volontaires israéliens vivent dans ces campements protestataires parce qu'Israël est paralysé par la menace du terrorisme. Il y a la question de la conscription obligatoire et de la guerre qui mobilise des fonds conséquents. On peut se demander si les décideurs politiques en place changeront d'approche sous l'influence du printemps israélien. Gaza, où vit 1 million de Palestiniens, n'est qu'à quelques kilomètres. Le blocus prive les habitants de denrées alimentaires, de travail et de perspectives d'avenir. Je suis ici pour discuter avec Mahmoud El-Zahar, l'un des fondateurs du Hamas, l'organisation qui dirige Gaza. Maintenant, l'électricité est coupée. Mais on a l'habitude de tout ça. L'absence de médicaments, de nourriture, d'essence pour les voitures.
J'ai vu beaucoup de jeunes et d'enfants qui font des blocs de béton à partir des gravats laissés par la guerre, il y a quelques années, pour construire des maisons. Les Israéliens pensent que s'ils laissent entrer du ciment dans Gaza, le Hamas s'en servira pour la résistance. Mais que voulez-vous qu'on en fasse? Des bombes atomiques en ciment? C'est juste une justification du siège qu'ils nous imposent, sans aucune raison. Ils disent que le Hamas est toujours un mouvement de résistance. Est-ce que c'est le cas? Bien sûr, et nous en sommes fiers. Est-ce qu'Israël nous occupe ou pas? Est-ce que cette occupation est légale? Si c'est illégal, tous les moyens sont bons pour nous délivrer de l'occupation. L'un d'eux, c'est de nous défendre par la lutte armée. C'est un cercle infernal. Chaque nouvelle attaque contre Israël amène des ripostes qui attisent encore plus la haine. Après une décennie de guerre et de terrorisme, Al-Qaïda a perdu de son emprise en Occident. Les Américains éliminent ses leaders un par un. Pourtant, certains entretiennent l'héritage de Ben Laden. Pour cela, la guerre entre l'Occident et l'Islam ne doit pas être évitée. L'un d'entre eux est l'Américain John Bolton, grand nom du Parti républicain qui s'est même présenté aux primaires de son parti. Pour lui, le nouvel ennemi est l'Iran. Je pense que la diplomatie a clairement échoué. Elle n'a pas arrêté l'Iran. Ça leur a servi de couverture pour faire encore plus de progrès dans leur programme d'armement nucléaire. Je crois que les sanctions économiques n'ont aucune chance de les stopper. Imaginez l'Iran avec l'arme nucléaire. Imaginez son pouvoir destructeur entre les mains d'un groupe de fanatiques religieux. Et puis demandez-vous, avant qu'on permette que ça arrive, si le recours à la force militaire n'est pas approprié. Mais quel serait le résultat? J'essaye d'imaginer des frappes sur l'Iran sans invasion terrestre, je suppose. Ce sera le chaos. Bien sûr, les enjeux sont immenses. C'est l'avenir de la civilisation telle que nous la connaissons qui est en jeu. Allons-nous vivre dans une société libre ou allons-nous laisser les fanatiques religieux prendre le pouvoir en faisant régner le terrorisme dans le monde? C'est un combat qu'il faut mener. Il y a des fanatiques dans les deux camps. À l'été 2011, en Norvège, Anders Breivik a assassiné 77 personnes. Il n'y a pas encore de massacre à si grande échelle en Belgique, mais on vit déjà le choc des civilisations. Le groupuscule Sang, Sol, Honneur et Fidélité est en procès à Dendermonde. Il est accusé d'avoir fomenté des attentats au nom de la Révolution blanche. Son chef, Thomas Boutens, évite les policiers et les journalistes, mais on a réussi à lui parler. Le choc des civilisations aura lieu. Bien sûr, quand on emploie cette expression, les gens pensent à un conflit armé qui risquerait de faire basculer un pays occidental dans la guerre civile, comme dans les Balkans. Quant à savoir si ça va arriver ou si on peut l'éviter, je n'ai pas de boule de cristal, mais certains facteurs prouvent qu'il y a des chances que ça arrive. On n'est pas favorable au génocide, mais en ce moment, en Belgique, on a une sorte de réunification familiale. Je ne crois pas que la réunification d'un peuple soit impossible. Au final, les problèmes financiers et logistiques qui en découlent auront toujours une analyse coût-bénéfice positive dans 10 ans. C'est réaliste et faisable? Je n'en sais rien, mais j'ai mon opinion. Les gens ne devraient pas penser en termes de coup d'État militaire,
Ce serait stupide. N'ayons pas peur des mots. Il y a des photos de vous et de votre groupe portant des armes. Aux yeux de l'État, c'est une menace. L'État ne veut pas que ses citoyens prennent les armes. Quel est le problème? Breivik, il s'est servi de ses armes au nom d'une idéologie similaire. Il pourrait appartenir à votre mouvement. Il aurait dit en faire partie. Je pense que si Breivik avait été un membre à part entière du mouvement, ce genre de choses ne serait pas arrivé. Le sentiment d'impuissance et de frustration pousse les gens à commettre des excès moralement inacceptables. C'est la différence entre nous et Breivik. Mais vous venez du même terreau. Mais nous, on pense qu'il y a d'autres options. Vous avez combien de partisans? Dans le monde? En Flandre et ailleurs. Je ne peux pas vous donner de chiffres pour la Flandre, pour des raisons évidentes. En Europe, la branche radicale du mouvement représente environ 60 000 membres au total. À Luton, à une dizaine de kilomètres au nord de Londres, le choc des civilisations est palpable. Je cherche des militants d'Al-Mujahideen, l'organisation qui a envoyé des dizaines de futurs djihadistes dans des camps du Pakistan. Qu'est-ce que vous faites? Je recrute au nom de l'islam. On veut éveiller les consciences sur ce qu'est l'islam et ce qu'est la charia, que vous soyez musulman ou non. Ce tract dit que c'est un appel contre la liberté. Bien sûr qu'on est contre la liberté. Mais pourquoi? On est contre parce qu'on voit bien en ce moment que cette liberté et cette démocratie que l'Occident défend ne sont que de l'hypocrisie. Je me bats pour l'islam et pour que la charia domine. Je crois en la prophétie du prophète Mahomet. Il a dit que les musulmans auraient l'autorité sur l'Est de l'Orient et l'Ouest de l'Occident. Comment avez-vous réagi à la mort de Ben Laden? Comment j'ai réagi? Il a gagné. J'étais triste, mais pas parce qu'il avait été tué. J'étais triste parce qu'il avait triomphé et que je suis toujours ici. Il parle de la société, de la corruption qu'on peut combattre. J'ai un nouveau héros pour les musulmans. Dites-moi. Bouazizi. Bouazizi? Vous le connaissez? Non. C'est le Tunisien qui s'est immolé. C'est lui qui a déclenché le réveil du monde arabe. Il était dans le vrai. Il a échoué. Demandez aux Égyptiens, ils le connaissent. Ben Laden est oublié. Ce que Bouazizi a fait, il le paiera dans l'au-delà. Quant à cette étincelle dont vous parlez pour le Moyen-Orient avec la liberté et la démocratie, regardez l'Égypte. Regardez. La Tunisie. La Tunisie, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils sont dans la même situation que la Belgique en ce moment, sans gouvernement. Plus loin, je croise une militante d'Al-Mujahideen. Je m'appelle Tawhid et je suis la porte-parole des femmes pour la charia. On veut instaurer la charia partout et avec mes sœurs, on fait campagne pour la loi islamique. On se bat pour l'annihilation de la démocratie. L'annihilation de la démocratie? Oui. Que pensez-vous du fait qu'en Afghanistan, les femmes n'avaient pas le droit d'aller à l'école? Qu'est-ce que vous en savez? Je le sais. C'est faux. Elles avaient droit à une éducation, mais une éducation islamique. Pas l'éducation que vous voulez, celle de l'homosexualité. Elles ne pouvaient pas sortir de la maison. Elles avaient une éducation islamique. L'éducation se faisait à la maison. C'est ce qu'on fait ici. On enseigne à la maison. Vous y croyez vraiment? Bien sûr que j'y crois. Vous y êtes déjà allé? Qui vous a dit ça? Moi, j'y suis allé, pas vous. Vous y êtes allé combien de fois? Plein de fois. C'est ça. C'est vrai, une vingtaine de fois. L'éducation qu'elles avaient était islamique. C'est pour ça qu'elles n'étaient pas opposées aux talibans. Elles se voilaient volontairement, elles ne protestaient pas. Bien sûr, elles risquaient la mort. C'est faux.
Ici, si on est contre la démocratie, on est arrêté. Alors quelle est la différence? J'ai parlé avec des Afghanes qui pleuraient à cause de ce qui leur est arrivé. Elles en pleuraient. Et toutes les femmes et tous les enfants qui pleurent à cause de ce que font les Américains et les Britanniques, alors? C'est la même chose. Je condamne autant les deux crimes. Vous me croyez? C'est la vérité. Non, je ne vous crois pas, parce que vous n'êtes pas musulman. Ah, d'accord. Donc la discussion s'arrête là. D'autres questions? Non, merci. C'est tout. C'est tout. Tous les fanatiques de Luton ne sont pas musulmans. La ville abrite aussi la Ligue de défense anglaise, un mouvement d'extrême droite qui combat le fondamentalisme islamique par des manifestations souvent violentes. Son leader est Tommy Robinson, qui ne se déplace jamais sans ses gardes du corps. Vous avez des ennuis quand vous sortez? Oui. Dans toutes les villes où il y a une communauté islamique, c'est un fléau. C'est une maladie qui contamine tout. C'est l'islamisme et les fanatiques de l'islam et du djihad. Où qu'on aille en Europe, on assiste à un choc violent, tout simplement parce que l'islam essaie de dominer. C'est ce qu'il prêche. Il suffit de regarder ce qui se passe dans le monde. En Égypte, au Nigeria, regardez ce qui arrive aux chrétiens. Ils se font massacrer. En Irak et ailleurs, les chrétiens se font rayer de la carte à cause de l'islam. Pardon? Tout le monde n'est pas d'accord avec Robinson. Tout ce que vous faites, c'est attiser la haine entre moi et vous, et avec le gamin noir qui est là. C'est ce que vous faites, vous attisez la haine. La haine est déjà là. Non, le problème, c'est pas Luton. C'est ce qui se passe à Stockholm, ce qui se passe en Hollande. Pourquoi toute l'Europe se retourne contre l'islam? Parce que tout le monde en a assez. Non, c'est pas ça. C'est à cause de gens comme vous. Vous essayez de leur faire croire que c'est ce qui se passe. Sur le fond, je suis d'accord avec vous. Mais ce que vous ne dites pas, c'est que ça concerne seulement une minorité de gens. Ce n'est pas une minorité. Non, c'est pas une minorité. Si, c'en est une. Que pensez-vous de leur discussion? Je pense que la Ligue de défense anglaise est tout simplement raciste. Et qu'elle a des arrière-pensées. Je suis venue à votre quartier général et vous m'avez insulté. Vous voulez que je répète ce que vous avez dit? Je vous ai traité de vendu gauchiste nazi et de salope. Et de pute adoratrice des Pakistanais et d'Allah. Vous n'aviez pas à frapper à la porte. Ce n'est pas vrai. Elle ment. Je n'ai pas frappé à votre porte. Ma fille est métisse, alors ne me traitez pas de raciste ou de nazi. Je vous ai traité de salope gauchiste nazi. C'est ce que j'ai dit, et c'est ce que vous êtes. Et vous êtes une vendue gauchiste. Et vous m'avez traité de pute adoratrice des Pakistanais et d'Allah. C'est ce que vous avez dit. Vous ne vous sentez vraiment plus. Juste parce qu'il y a une caméra. Vous n'avez pas le droit. Vous dites n'importe quoi. Ce n'est pas ça, l'islam. Je parle d'islamisme. Un peu plus tard, Tommy Robinson s'est retrouvé en prison pour fait de violence au cours d'une manifestation à Londres. America is under attack. It was a big gift for Israel. I have no choice but to blame myself. Mon enquête a duré presque un an. Au cours de mes voyages, j'ai parlé à des extrémistes et rencontré les victimes des conflits de cette décennie perdue. J'ai compris que le changement venait d'en bas et pas de la guerre contre le terrorisme. Ben Laden est mort et si nous surmontons la peur, nous verrons que sa malédiction l'est aussi. Le dernier mot revient à de jeunes Belges de confession musulmane qui combattent cet héritage de sang avec la meilleure arme possible, le rire. Salam alaikum. Commençons le spectacle. Vous croyez vraiment qu'Al-Qaïda existe? Que c'est faisable? Autant d'organisations, c'est impossible pour un arabe. Rien que les courses au supermarché en famille, c'est l'hystérie. Mais où est Saïd? Il était juste là. Combien t'en veux? Je sais pas. 4. Où est le lait? Et en plus, faudrait préparer un attentat.
Le 11 septembre, c'était il y a 10 ans. J'avais 17 ans à l'époque. Quand on nous demande ce qui a changé par rapport à avant, on ne peut pas répondre parce qu'on était des enfants. On avait que 17 ans. C'est comme si on avait grandi d'un coup à cause de ce qui s'est passé. Je ne me vois plus comme avant. Mes parents étaient turcs, donc je suis aussi musulman. Mais avant le 11 septembre, je ne le sentais pas. Depuis, je porte des lunettes pour qu'on me prenne plus au sérieux. C'est la vérité. Démonstration. Musulman en colère. Opérateur du centre d'appel. Je suis allé à la Mecque cette année et j'ai vu des musulmans de toutes les nationalités. Des Italiens, des Afghans, des Syriens, des Iraniens. Tous les musulmans ne se ressemblent pas. Je ne pouvais pas communiquer avec les 2/3 d'entre eux à cause de la langue. Je les ai vus prier, mais dans leur langue. J'ai réalisé à quel point il y avait des différences dans le monde arabe. Donc ça finira par s'arranger. Pourquoi êtes-vous pessimiste comme ça? Je pose juste la question. Bien sûr que ça va s'arranger. On se mariera entre communautés et on aura des enfants. Il y a plein de métissage aujourd'hui. Les mariages mixtes sont autorisés? Bien sûr. C'est pas haram d'aimer les gaufres? Mais non, enfin. C'est super. Enfin des immigrés dans une émission culturelle. Il a juste fallu 10 ans et un attentat. Ça fait réfléchir. Attendez un peu.